Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live talk organisé avec Cimark où les entreprises romandes partagent leurs expériences face au Covid-19 et répondent à vos questions tous les jeudis midi. Nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous Samuel Vuadens, directeur de Mecatis en direct du Valais. On peut dire que vous êtes le porte-drapeau de l'industrie 4.0, vous innovez constamment depuis de nombreuses années dans la microtechnique et vous avez lancé le projet Factory 5, une plateforme numérique pour transformer l'industrie en Smart Factory. Alors, quels sont les impacts du Covid-19 sur votre entreprise ? Alors, tout d'abord, merci pour le compliment. Je ne savais pas que j'étais comme ça un porte-drapeau, mais effectivement, c'est un sujet, hein, tout ce qui est connecté et l'industrie de demain me passionne. Et puis, vu que j'ai eu la chance, hein, de construire l'entreprise il y a une douzaine d'années, je suis tout de suite parti avec des outils qui étaient entièrement web. Donc, c'est vrai que j'ai ce côté-là où je fonce dans cette technologie parce que je n'ai pas un passé à traîner derrière. Donc, effectivement, on a fait des choix technologiques dès le départ. Et puis, les impacts, hein, sur le Covid-19, il s'est senti déjà en janvier dans l'industrie parce que finalement, nos clients, les horlogers, ont déjà plus de commandes à partir de janvier. Donc, depuis janvier, on sent qu'il y a un climat d'insécurité. Et puis, comme tout le monde, dès le 18 mars, on a été bloqué parce on est 17 collaborateurs sur à peu près 300 mètres carrés et en termes des normes sanitaires, ça ne fonctionnait plus. Et puis maintenant, on vient de passer donc cette semaine en confinement et on recommence ce lundi comme tout le monde. Donc, on est content de redémarrer. Là, pour ma part, c'est la première fois que je reviens à l'usine depuis 2 semaines et puis ça fait plaisir de revoir des gens et plus être juste par écran interposé. Vous êtes bien connecté avec l'écosystème industriel. Quels sont les retours que vous avez eus ? Alors, il y a un premier tour de l'industrie. On avait bien commencé l'année, hein, donc on a toujours des carnets de commandes qui sont bien remplis, donc avec des commandes que les gens n'ont pas annulées. Donc, on a ce côté où on se dit on est un peu plus chanceux que les autres qui ont dû complètement s'arrêter. Donc, il y a ce côté-là où, oui, on avait des carnets de commandes intéressants. Donc, le premier tour, c'était de dire on est peut-être moins impacté tout de suite. Mais là, finalement, le 18 mars, il y en a beaucoup qui ont été empêchés dans la production, soit parce que finalement, on ne peut plus livrer nos clients, parce que nos fournisseurs sont fermés, on n'arrive plus à recevoir les pièces. Donc ça, c'est l'impact direct d'un blocage de la partie économique. Mais le côté travail, finalement, il y en a qui ont réussi quand même à travailler pendant ces 7 semaines parce qu'ils ont des ateliers qui sont assez grands. Ils peuvent mettre des gens des machines où les gens sont espacés. Donc, ça n'a pas été notre cas parce qu'on est très serré, c'est très petit chez nous, mais une grande partie des industriels a pu quand même bosser. Après, bien entendu, vous avez entendu les horlogers qui ont, eux, complètement fermé. Mais quand je dis dans le monde industriel de la sous-traitance, il y en a quand même pas mal qui ont pu bosser. Vous prévoyez une réouverture le 11 mai, donc lundi prochain. Comment vous allez procéder ? Et puis, qu'est-ce qui, selon vous, changera dans la relation que vous avez avec vos clients ? Alors, on a mis, comme tout le monde, hein, je pense que tous les gens qui m'écoutent là, tout le monde vit au quotidien avec les mêmes contraintes. Donc, les distanciations sociales sont les mêmes que pour tout le monde. On a nos masques. Là, si vous regardez chez nous, il y a des écrans un peu partout parce qu'on est protégé, parce qu'on est dans un open space. Donc, chaque bureau est protégé de la personne qui est en face. Donc, il y a tout un tas de mesures qui ont été mises. Et puis, donc, nous, on va rouvrir le 11 complètement. Et puis, on va faire un sprint jusqu'au mois de juillet, jusqu'aux vacances d'été. Donc, on a un carnet de commandes qui est très, très rempli jusqu'au mois de juillet, voire mi-août. Donc, on fait un sprint comme si, finalement, voilà, toute l'équipe est ici. Peut-être quelques personnes vont rester en télétravail, mais on va foncer. Et puis, avec les clients, hein, il y a des choses qui ont été mis en place. Donc, on va recevoir les premiers clients dès la semaine prochaine avec les masques, avec nos petits gels.
Et puis, je pense que ce qui change, c'est qu'on va quand même tous plus ou moins accepter de faire de plus en plus de téléconférences, ce qui n'est pas un mal, hein. C'est vrai que moi, je me déplaçais beaucoup, mais je pense que le mode de dire, OK, on saute dans la voiture au premier téléphone, ben, finalement, il va peut-être un peu tomber, quoi. Donc, ce côté utilisation des outils technologiques, je pense que c'est une chose qui va perdurer dans le temps parce qu'on a tous trouvé quand même des avantages. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions, Delphine? Oui, tout à fait. Et la prochaine, qui est un peu plus orientée sur Factory 5, on dit souvent que les crises sont des moments opportuns pour innover et créer. Vous, quelle opportunité vous avez identifiée et que vous souhaitez mettre en place? Alors, il y a deux choses qu'on a fait. Donc, la première, c'était une organisation agile chez nous. Donc, en termes d'engineering, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Mais on l'a fait formellement pendant cette crise parce que les gens étaient chez eux. Donc, on a mis en place l'agilité avec des revues journalières et puis qu'on a fait par écran interposé. Avant, on était resté assez sur le moment précis parce qu'on était tous là et puis tout d'un coup, on s'organisait des mini-séances. Donc, on a mis en place l'agilité du côté engineering. Et puis, en termes de clients, alors là, par contre, on a vraiment beaucoup travaillé avec l'équipe de marketing. C'est que, vu que les foires ont été annulées, on a tout passé sur le digital en termes de publicité. Donc, entre LinkedIn, Google AdWords, et puis on a des résultats qui sont assez intéressants. Donc, on a vraiment passé toute notre communication avec les clients dans le digital, ce qui est, je pense, excellent pour nous, vu qu'on est quand même décentré. Et puis, le marché de la machine-outil, ben, à proprement parler, il peut être partout autour de la planète, hein, pas rien que dans l'arc jurassien. Donc, je pense que, bon, déjà, nous, vu qu'on est éloigné, c'était un avantage, hein, de mettre tout ça plutôt en ligne. Et puis, ben, maintenant, c'est des outils qui marchent vraiment bien. Donc là, on a été surpris en bien de tout ce qui a pu être fait parce que le nombre de devis rentrés est assez impressionnant et même plus que via les foires. Et quelles sont les demandes des entreprises, des industriels en termes d'outils digitaux? Alors, les demandes, enfin, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'industries bah, qui ne savent pas encore comment utiliser ces outils, donc ils n'ont pas de demande. C'est ça qui est un peu bizarre, hein, dans les PME de la sous-traitance, c'est que tout marche comme un tout petit peu comme avant. Par contre, nous, ce qu'on a mis en place en termes d'outils digitaux, c'est qu'on a une véritable plateforme de production qui lie nos collaborateurs, qui lie les clients, qui lie les fournisseurs. Et puis, ben, pour moi, ça, c'est l'avenir, la plateforme de production telle qu'on l'a utilisée, hein, et ben, c'est quelque chose qui est pour nous le futur. Et puis là, dans cette période de crise, on a pu vraiment bien l'utiliser, et puis il n'y a pas photo. Donc là, maintenant, je pense que personne chez nous ne va changer d'habitude. On va maintenant laisser la place aux questions des participants. Alors, je vous remercie de vous présenter avant de prendre la parole et c'est à vous. Oui, bonjour, moi c'est Nathalie Hasler. Je suis de Nyon et en fait, je suis en train de créer une société qui est dans le médical. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est pas la production, mais il y aura une partie medical device qui sera produite en Suisse et on devra importer des pièces de la Chine. Donc, ben, voilà. J'étais intéressée de venir à ce séminaire pour voir un petit peu au niveau voilà, de la logistique, comment ça s'organise en ce temps de crise. Ça s'organise plutôt mal actuellement, hein. Je lisais encore un article là du Blick. Il y a un fabricant de machines du Jura qui se plaint parce que finalement les frontières sont pas ouvertes, ils n'arrivent pas à livrer, quoi. Donc actuellement, ça s'organise très mal. Et puis, je pense aussi peut-être qu'il faut le voir sous le côté de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de ces problèmes qu'avec cette crise-là. Et puis, ben, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ben, il faut relocaliser, quoi. Ça veut dire qu'il y a des chances aussi pour produire à nouveau en Suisse. Et puis, si vous voulez avoir une production qui est assurée, ben, je peux vous dire que la PME suisse
elle vous livre par tous les moyens. C'est même le patron qui vient vous livrer avec sa voiture, quoi. Donc, D'accord. c'est… Après, il y a des questions de prix, mais je pense que maintenant, on se bat tous avec les mêmes… en Suisse, on se bat finalement avec l'automatisation. On arrive à atteindre des prix qui sont extrêmement intéressants, mais il faut trouver les bonnes personnes aussi. Donc, ça dépend de quel savoir-faire vous avez besoin. D'accord, ouais. Merci. Samuel, en combien de temps on parle beaucoup de relocalisation justement de la production. La Suisse pourrait en combien de temps se réorganiser pour justement produire ce qui aujourd'hui n'est plus produit chez nous et par exemple en Chine? Oula, alors là, ça, c'est une colle. Je Enfin, pense là, il n'y a que les économistes qui peuvent se positionner, mais si on se dit, ben, tiens, je réfléchis pragmatiquement, hein. Quand on voit une machine, généralement, on commande une machine et puis entre 6 et 12 mois, on l'attend à l'avoir chez soi. Donc, ben, déjà, il y a le temps d'organiser la production. C'est vite, on parle vite en années. Et puis après, ben, il faut les investissements. Donc, on parle de d'une année à 2 ans selon les productions pour pouvoir les rapatrier, quoi. Parce qu'il y a quand même un effort à faire. Cédric Luisier, je travaille chez Cimarc à Sion et j'avais une question pour Samuel, notamment au niveau des investissements. Donc, quels ont été les investissements dans le digital, dans ces technologies digitales? Je ne parle pas de la partie communication, marketing, mais est-ce qu'il y a eu d'autres investissements qui ont été consentis par Mecatis durant cette période compliquée? Et si oui, est-ce que tu as un retour sur investissement ou est-ce que tu vas conserver en fait ces investissements et cet héritage par la suite pour le fonctionnement de Mm. ton entreprise? Alors, je dirais que les investissements, ils n'ont pas été en termes d'argent parce que ben, finalement, c'est peu propice actuellement, hein, de dire on a investi dans des outils, mais par contre, il a été investi dans la formation des gens. Donc, quand ils sont partis le 18 mars, hein, toute l'équipe, j'aurais dit bah, les points maintenant à bien regarder, ben, voilà, c'est se former sur les outils digitaux. Et puis, ben, on utilise quelques produits différents qui ont leur propre plateforme de e-learning. Et puis, ben, les gars, ils ont tous appris à mieux utiliser leurs outils. Donc, l'investissement qui a été fait pendant ces 7 semaines, ça a été sur la formation des gens, où au quotidien, ben, tu n'as jamais le temps de dire, ah ben, tiens, qu'est-ce que c'est que cet outil de communication, ou qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'on travaille à plusieurs bêtement sur un document Word ou sur un fichier Excel. Et puis, ben, là, les gens ont pris le temps de se former là-dessus et d'utiliser les outils. Donc, ça, ben, on va garder, et les collaborateurs vont garder toute leur vie. Donc, c'est l'investissement, je pense, qui a été fait pendant ces 7 semaines. Et puis après, Cédric, bah, moi, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que les gens investissent plus. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on investit dans une machine, dans quelque chose de physique. Et puis ça, on le ressent vraiment très, très fortement. Donc, actuellement, c'est vrai que je suis assez inquiet sur ce qui va se passer par la suite, parce qu'il faut que les gens prennent confiance. Parce que là, vous utilisez surtout les outils de Google, je pense à Google Drive, enfin des choses qui sont en ligne, ou vous investissez plutôt dans des SharePoint Non, pour le alors partage bon, des documents? Juste comme le, ça, le, juste par… le- effectivement, je n'ai pas parlé trop des produits, mais c'est vrai que les produits qu'on utilise, c'est des produits qu'une PME peut se payer. Puis ben, Google, par exemple, c'est intéressant. Et puis la plateforme de production qu'on a, c'est une plateforme qui est aussi à la base open source, Odoo, et puis ça se passe très bien. Donc voilà, mais ce qu'il faut voir, c'est plutôt le fond, hein. C'est que ces outils digitaux qui existent, qui sont au prix par user, ben, c'est vraiment idéal pour les PME. Et puis après, les grandes entreprises peuvent s'offrir des logiciels fabriqués sur mesure pour eux. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais nous, enfin moi, je fais plutôt la promotion pour les PME de leur dire, mais regardez les outils où ils ont des coûts par utilisateur par mois qui est hyper flexible, et puis les gens font leur choix derrière. Bonjour, cher Samuel. Je prends souvent Mecatis comme exemple. Je trouve que c'est une magnifique dynamique que tu insuffles dans cette belle entreprise. Mais j'ai une question, je crois avoir des éléments de réponse, mais quand même, vous en êtes tout avec la plateforme justement Factory 5, et puis est-ce que tu peux juste faire un bref rappel entre Factory 5 et la Micro 5? Oui, alors la Micro 5, c'est la smart machine qui a été développée il y a 3 ans
et qui a été breveté par la HEA, qu'on a pris les licences. Et puis, voilà, ça a été une chance pour nous parce qu'on a créé un véritable produit. Juste pour le petit historique, Mecatis a fait pendant 10 ans du service. Donc, on a fait de l'engineering, on a fait des machines pour nos différents clients. Et puis maintenant, il y a 3 ans, on a décidé de lancer notre propre produit sur la base de ce brevet. Et puis, on l'a lancé. Donc là, maintenant, on a mis un immense effort pour fournir les machines. Et puis, pour nous, c'est les premières briques, en fait, qui vont en lien avec la plateforme Factorify. Donc, la plateforme, elle est déjà en fonction depuis de nombreuses années. C'était un projet qu'on avait démarré au début de l'entreprise. Et puis, en fait, on est parti avec une solution open source qui s'est avérée être un bon choix parce que maintenant, il y a des millions d'utilisateurs et puis on est libre. On est libre d'héberger notre plateforme chez un prestataire. On est libre de faire ça chez nous, etc. etc. Donc, pour moi, cette plateforme-là, c'est vraiment une chose qui peut être appliquée dans n'importe quelle industrie et puis qui permet ensuite de faire des liens et puis rendre des services à nos clients. Parce que finalement, les clients aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, comme quand on va sur Amazon, savoir où on en est avec les commandes, savoir trouver rapidement des produits à acheter qui vont avec les machines, etc. etc. Donc, la Factorify, c'est ça, c'est la première brique qui lie les smart machines. Mais on a mis la priorité, Philippe, sur aujourd'hui livrer 2 machines par mois parce que chaque fois qu'on livre, on voit les achats qui sont sur le shop. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que finalement, le shop devient une source de profit aussi importante. Mais les commandes sur le shop dépendent du nombre de machines. Est-ce que j'ai répondu à la question, Philippe? Avec beaucoup mais bien sûr, de pertinence, comme toujours. Et puis, juste encore une petite question. Donc, le modèle économique associé à la plateforme, donc en fait, on paye pour l'usage, en fait. C'est ça le principe, l'utilisation de la machine derrière. Alors, la plateforme, il y a des choses qui n'ont pas été mises en place. C'est clair que c'est dans les tuyaux de pouvoir louer à l'utilisation la machine. Aujourd'hui, on est resté sur une vente traditionnelle, c'est-à-dire que la priorité, c'était de vendre les machines, c'était d'avoir du cash pour Mecatis. Donc, on est resté sur des ventes traditionnelles. Et puis, on s'est dit, le jour où il y a une problématique dans la demande, parce que là, pour l'instant, on a eu de la peine à livrer des machines qui sont achetées. Et puis, il y a des clients qui veulent acheter, qui ne veulent pas entendre parler de location. Mais on s'est dit, on met en place ce système de location le jour où on voit qu'on va avoir une problématique dans la demande. Et puis, on y est. On y est, c'est-à-dire que je pense que là, on va gentiment partir sur la location aussi, dès qu'on verra que la demande de machines achetées à investir n'est plus là. Et puis après, tous les autres modèles de location ou de programmation, on les met en place finalement en fonction de la demande et puis du nombre de machines qui sont fabriquées. Ça ne sert à rien de vouloir proposer tout tant qu'il n'y a pas un certain nombre d'utilisateurs qui est derrière. Mais le plan sur le long terme les choses sont bien planifiées, mais on ne les met pas tout de suite en fonction parce que ça ne sert pas à grand-chose. Oui, j'aurais une question. Alors, je suis Tiffaine Chartier. Je travaille pour l'équipe de Basalaria Innovation et Business. Alors, je suis pas du Valais, je suis du Jura. Je travaille au Switzerland Innovation Park du Jura. Mais justement, tous les partages d'expériences sont importantes et nécessaires. Et justement, le canton du Jura est très industriel. Et je voulais justement moi aussi, c'est d'apporter une aide à ces industries et à ces gérants d'entreprise qui sont, comme tout le monde dans cette crise. Et je voudrais savoir donc les conseils que vous donnerez pour le futur. Donc vous en avez donné quelques-uns qui sont par exemple de passer plus à la digitalisation, utiliser plus d'outils digitaux, mais également revoir peut-être ses fournisseurs, comme être plus local aujourd'hui. Est-ce qu'il y en aurait 2-3 autres que vous pourrez donner aux industries donc de production pour faire face à cette période qui est difficile et qui le sera aussi dans le futur? Ou pas du tout, c'est une question peut-être un peu compliquée. Ouais, c'est une question un peu compliquée. Bon, alors le Valais, moi j'ai pour habitude de dire qu'il se trouve dans le croissant jurassien, donc j'aime bien faire des gags de temps en temps, mais non, mais finalement notre région, pour moi la région, c'est la région de l'industrie, c'est la micromécanique, puis c'est vrai que ça s'arrête pas aux frontières, donc
moi, je me bats principalement pour finalement une industrie forte en Suisse. Et puis, en Suisse, qu'est-ce qui marche bien? C'est la précision, c'est la microtechnique, ces éléments-là. Et puis, il faut qu'on reste dans le monde entier, synonyme de précision puis de qualité. Et donc, après que ce soit fait dans le Jura, à Bâle ou dans le Valais, je me dis, finalement, c'est la Suisse. Et puis après, c'est vrai que c'est difficile, hein. Moi, je pense il faut pas avoir peur d'investir, hein. Bon, c'est vrai que la Micro 5 elle est souvent citée en exemple, hein, et puis elle, elle peut aider, puis on peut même avoir des subventions, hein, pour avoir des petites machines comme ça, parce qu'elle consomme peu d'énergie, elle est connectée, donc elle coche toutes les cases qui fait que des gens intéressés pourraient aussi avoir des subventions, chose qui est assez rare quand même, qui est assez rare en Suisse. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment aussi que les PME posent des questions justement à tous ces offices régionaux d'aide, hein, comme CIMARC, je ne les connais pas tous, hein, Innovo, etc., etc., et puis qui se renseignent. Parce que moi, je suis quand même persuadé que qu'il faut investir dans les nouveaux outils. Et puis ça passe aussi par les machines. Vous disiez qu'il y a des entreprises, des PME qui seraient partantes de partir sur un modèle de location au lieu d'acheter des machines. Est-ce que ça, c'est une demande qui a déjà été faite ou c'est une Oui, supposition d'avenir? Okay. Non, ça a déjà été fait. Et puis, on les a. Donc, il y a déjà des gens, hein, qui l'ont demandé. On l'avait mis un tout petit peu au début, là, justement, qu'on pouvait faire ça aussi. Puis après, on avait vu justement qu'il y avait des demandes et puis qu'on n'était pas capable d'y répondre sérieusement. Donc, on a enlevé. Donc, on a vu tout de suite arriver 3-4 demandes. On est intéressé par ça. Donc, après, on l'a enlevé parce qu'on a vu qu'on n'était pas prêt, quoi. Donc, le financement, on est encore en train de le mettre en place avec des banques parce que vous doutez bien que nous, on ne peut pas ne pas avoir un certain montant tout de suite sur la machine parce qu'autrement, c'est nous qui devrions financer. Donc, nous, on n'arrive pas à financer cette partie de location. Et puis, on a trouvé des solutions avec des banques, mais on n'a pas activé ça tant qu'on avait des machines vendues. Et puis, il y a peut-être un élément qui est aussi vraiment important, c'est qu'il y a, c'est pas nouveau, hein, cette idée de partir en location sur des machines, mais en fait, on est dans les rares à pouvoir le faire parce qu'on a une petite machine de 450 kilos qui se déplace avec un fourgon. Donc, on s'imagine bien qu'une machine de location qui pèse plusieurs tonnes, où il faut chaque fois démonter une paroi pour venir la remplacer, les gens ne peuvent pas partir sur ce modèle-là. Donc, la chance qu'on a, c'est que la machine est petite, légère, et qu'on peut faire comme une imprimante. On vient, on la branche au 220, on la branche à l'air, et puis on y va. Joël Dumoulin, transfert technologique à l'IDIAP. Je rebondis par rapport à quelque chose que tu as dit, Samuel, tout à l'heure, par rapport au fait que finalement, vous avez trouvé un moyen pour contrer la non-possibilité de participer au salon, qui est un endroit privilégié pour établir des contacts industriels et puis faire la promotion de vos machines et puis acquérir des nouveaux clients. Est-ce que c'est pas finalement cette crise qui va opérer un champ dans le futur avec les PME qui vont de plus en plus passer par leurs propres moyens pour faire la promotion et délaisser un petit peu les gros events? Je crains que tu as raison, Joël, parce que là, en tout cas, moi, cette année, j'avais prévu d'aller sur 3 foires, donc c'est vite des budgets conséquents. Et puis là, on a décidé d'aller plus qu'à une seule, parce qu'en plus, les 3 foires qui ont été repoussées, elles sont placées dans un mouchoir de poche à la fin de l'année. Donc moi, je ne me vois pas partir 3 semaines de suite, et puis j'arrive pas, hein, tout simplement. J'ai la machine qui est occupée à d'autres qui est occupée à d'autres choses. Et puis là, ce que j'ai vu, ça faisait déjà un moment que j'étais moyennement motivé par ces foires, hein, en termes de coûts, de blocage, voilà, je n'étais pas absolument convaincu. C'est cette semaine que j'ai passée là, pour l'instant, et ça va. C'est les 7 premières semaines sont assez intéressantes. Maintenant, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes via les outils digitaux. Maintenant, j'aimerais voir encore la qualité, parce que derrière la quantité, il faut voir combien débouche sur des commandes.
Alors là, c'est quand même lié aussi après avec l'économie. Mais moi, j'ai le sentiment que je ne reviendrai pas en arrière. Très intéressant en tout cas. Mais c'est bien en tout cas d'avoir pu être proactif et puis trouver un moyen pour pallier à ça. Et je pense effectivement ça va être le cas pour beaucoup d'entreprises de ce type de taille en tout cas. Merci pour la réponse. Ouais, mon choix, c'était finalement, on va faire plus qu'une seule foire. Et puis, vu qu'on est dans le domaine de la microtechnique, on va aller sur le PMT à Genève, proche de l'aéroport. Et puis le reste, on va laisser tomber. Puis même l'international, on ne va pas y aller parce que c'est hors de nos moyens. Et puis là, l'international, on le fait avec les outils digitaux. Et on sélectionne les pays, les profils, etc., etc. On arrive à la fin du live talk. Merci beaucoup Samuel pour votre témoignage et merci à tous d'avoir été parmi nous. Le replay sera disponible sur le site d'Alpacity. On se retrouve jeudi prochain, même heure, avec Adriane Riedo, directeur de RNX, et ce sera en direct de Fribourg. Merci et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi et à tout bientôt. Merci. Merci vraiment, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.